On va pouvoir commencer. Donc, rebonjour à tous. Donc, moi, je me représente très rapidement. Je suis Charlotte Delhomme. J'ai intégré Open Food Facts l'année dernière, au mois d'octobre. Et donc, j'ai travaillé surtout sur la dimension producteur, relations avec les fabricants. Et donc, aujourd'hui, on est là pour une table ronde au sujet des communs numériques. Donc, le sujet, je vais le rappeler rapidement. Ça va être pourquoi et comment entretenir un commun numérique sur la question de l'alimentation. Donc, déjà, est-ce que chacun, vous pouvez vous représenter un petit peu et représenter votre structure et aussi nous redire pourquoi vous êtes là aujourd'hui. N'hésitez pas, voilà, Christophe, tu peux commencer. Alors, bonjour à tous, donc Christophe Eschmann, je suis le CEO de Pink Price. C'est en fait une application qui permet aux consommateurs de comparer le prix des produits entre les supermarchés en scannant simplement le code barre du produit. On a commencé en Belgique, on est aux Pays-Bas et on est également en France. Donc voilà. Et je suis ici parce que j'ai toujours utilisé aussi Open Food Facts comme base de données pour compléter tout ce qu'on avait dans notre base de données à nous et que les sujets sont très intéressants. Bonjour, moi je m'appelle Virgile Deville, je travaille à la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, qui est un peu un service transverse qui travaille avec tous les ministères sur les questions de numérique, et au sein d'un programme de soutien en commun numérique qui s'appelle l'accélérateur d'initiatives citoyennes. Et à ce titre-là, on accompagne Open Food Facts depuis maintenant au moins 18 mois, je crois. Voilà, Charles fait un signe de la tête. Avec un accompagnement, c'est-à-dire de mise en relation avec différentes administrations sur lesquelles il serait pertinent de construire des collaborations sur des données, des services, mais aussi du financement et aussi de l'innovation. Donc, par exemple, avec Etalab, qui est en charge des questions IA, données. Et en fait, on a des projets en commun de vision virtuelle pour détecter des informations. Bonjour à tous, Vincent Mataille. Moi, je suis ici aujourd'hui en tant que membre du conseil d'administration d'Open Food Facts. Open Food Facts que j'ai rejoint en tant que contributeur il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et à côté de ces activités soir et week-end, j'ai travaillé dans des startups et dans la fonction publique, dans un service du Premier ministre en charge de l'ouverture des données publiques pendant quelques années. Merci à tous. Donc, le sujet aujourd'hui, donc pourquoi et comment entretenir un commun numérique autour de la question de l'alimentation. Déjà, ça peut être important de rappeler ce que c'est qu'un commun numérique. Peut-être qu'on peut commencer par Virgile. Est-ce que, justement, toi qui travailles sur des projets de commun numérique, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette notion pour clarifier peut-être dans l'Assemblée si c'est pas toujours clair pour tout le monde? Alors, il y a une définition un peu admise des communs numériques qui la structure autour de 3 choses. On est un commun numérique si on a une ressource. Donc là, en l'occurrence, dans le cas d'Open Food Facts, il y a des données qui sont ouvertes. Il y a aussi du code qui permet d'utiliser ces données dans le cadre d'applications, etc. Il y a une communauté, donc des gens qui scannent, qui contribuent au projet, et des règles, une gouvernance qui permettent aux gens de décider comment est-ce qu'ils fonctionnent et d'opérer au quotidien. Il y a des gens qui débattent autour de cette définition, mais on fera peut-être un autre panel une autre fois. Mais souvent, les gens utilisent ces 3 volets-là pour décrire les communs numériques, mais peut-être que Vincent, qui grenouille dans ces sujets-là depuis plus longtemps que moi, veut compléter. Tu as dit l'essentiel. Hein. Les 3 dimensions dont tu parlais, c'est ce qui a été posé dans les années 90 par Elinor Ostrom dans ses travaux sur les communs qui lui ont valu finalement le prix Nobel en 2009. Soit dit en passant, je remarque qu'on est finalement un panel pas très paritaire. Elinor Ostrom, 2009, première femme à obtenir le prix Nobel d'économie. On pense souvent que les secteurs scientifiques sont en retard dans ce domaine. Marie Curie, c'était plus de 100 ans avant. Je ferme la parenthèse sur Elinor. Elinor Ostrom travaillait, elle, quand elle a défini les communs par ces trois dimensions, essentiellement sur des communs physiques. La ressource halieutique, la ressource forestière, et elle essayait de démontrer que l'article célèbre de Garrett Hardin de 1968, vous avez tous entendu parler de la tragédie des communs,
donc qui exposait que, de son point de vue, lui était un biologiste à l'époque, donc déjà s'intéressait à des sujets comme l'épuisement des ressources naturelles et la pollution, qui sont plus que jamais d'actualité plus de 50 ans après. Et donc lui considérait que inévitablement les ressources communes finissaient surexploitées et étaient de ce fait vouées à disparaître. Et donc Elinor Ostrom, en posant ces trois dimensions, effectivement explique et démontre par l'exemple avec des communautés qui pour la plupart perpétuent et entretiennent des ressources partagées depuis des générations, que ce soit autour des lacs poissonneux en Afrique ou des forêts en Indonésie, montrent que grâce à ces trois dimensions, et en particulier à la communauté et aux règles partagées de gouvernance, les biens communs peuvent être préservés, et c'est là que naît un peu la distinction entre ces deux termes qu'on utilise parfois de manière interchangeable. Le bien commun qui est la ressource partagée, et le commun qui est l'ensemble de ces systèmes, règles et communautés qui permettent de préserver le bien commun. Dans la question, il y avait un autre mot que commun, il y avait numérique. Les communs numériques, ils ont quelque chose d'un peu particulier. En particulier, ils ne sont pas tous rivaux, contrairement aux biens physiques. Une ressource en poisson ou en forêt, quand quelqu'un tape dedans, il y en a moins pour les autres. Sur les communs numériques, c'est pas toujours le cas. Je dis c'est pas toujours le cas parce que des communs numériques rivaux, il y en a. Par exemple, les adresses IP utilisées sur Internet, les adresses IPv4 dont on entend parler régulièrement parce qu'il y en a de moins en moins et qu'elles arrivent et qu'elles commencent à être rares, sont des communs numériques rivaux. Mais la majorité des communs numériques, et c'est le cas d'Open Food Facts, comme c'est le cas de Wikipédia et de la plupart des grands communs numériques, sont non rivaux, c'est-à-dire que plus il y a d'utilisateurs, mieux ils se portent. Un peu à l'inverse des communs rivaux traditionnels. Puis dernière sous-catégorie, si on rentre encore plus dans le détail, Open Food Facts est un commun numérique non rival ouvert. Il y a des communs numériques non rivaux qui vont être électifs. L'exemple type, ils étaient là ce matin, je ne sais pas s'il y a encore des représentants de GS1 ici. GS1, c'est un commun numérique non rival, électif. L'ensemble des données sont accessibles à l'ensemble des membres, mais pas librement réutilisables en dehors du cercle. Ce qui est ce qui est très bien, mais ça permet des usages qui sont différents de ceux d'un commun numérique non rival ouvert. Voilà pour les définitions. J'aime bien repartir de là en général. Désolé pour le côté un petit peu scolaire. C'est très complet, merci beaucoup. Merci beaucoup. La ressource, effectivement, c'est toujours des questions de définition. La ressource, que sont les bases de données agrégées avec les données des producteurs est élective. La ressource qui est le standard, qui est celui qui est maintenu par GS1, effectivement, est ouvert. Merci pour cette précision. Donc les communs, toutes ces questions de qu'est-ce qu'on partage tous ensemble, elle peut également concerner donc, des prix. Christophe, vous avez créé une application qui vise à encourager la transparence des prix. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la façon dont Open Food Facts vous a aidé à monter ce projet ? Allô, oui. Donc, Open Food Facts, oui. En fait, on a commencé il y a 3 ans et demi, et donc nous, notre technique pour essayer d'obtenir l'ensemble des prix, c'est ce qu'on appelle du scrapping. Donc on va aspirer les données d'un site internet d'un distributeur en fonction de l'endroit et on va obtenir alors un ensemble de prix. Seulement sur ce genre de site, par exemple, on n'a pas toujours tous les codes barres de tous les produits. Ils ne sont pas toujours disponibles. Et donc Open Food Facts nous a aidé aussi à obtenir beaucoup plus de codes barres, parce que le code barre, qui est l'identifiant unique du produit, va nous permettre de comparer
ce produit entre les différents supermarchés. Et c'est ce qui intéresse le consommateur. Le consommateur, il a envie de savoir quel est le prix de son produit chez Leclerc, chez Intermarché, chez Carrefour, chez Super U, qu'est-ce que j'ai pas oublié ? Pardon. Auchan, voilà. Pour être sûr de citer un peu tout le monde. Donc nous, on sait, quelque part, on a utilisé Open Food Facts certainement pour ça, principalement d'ailleurs. Alors, ce qu'on fait également, c'est que grâce aux photos qui sont présentes, on arrive parfois aussi à déterminer certaines marques qui manquent aussi, parce que les sites, il faut bien se dire que les sites des distributeurs ne sont pas toujours complets, même loin d'être complets, et régulièrement, il manque des éléments. Les prix ne sont pas toujours corrects. Par exemple, je prends l'exemple d'un prix à l'unité qui doit être mis sur le site. Que se passe-t-il quand le distributeur, par exemple, barre le prix et met un autre prix ? Il n'y a qu'un seul prix par unité, mais il y a deux prix. Et souvent, le prix par unité est relatif au prix barré et pas au nouveau prix. Et donc, en fait, c'est pas correct par rapport au consommateur. Il y a plein de choses comme ça. Et donc, pour ça, on est obligé de passer pas mal de temps à faire de la data quality. Et cette data quality, on est aidé par Open Food Facts par rapport à ça. On voit en effet depuis ce matin que la donnée des prix, c'est quelque chose qui intéresse énormément de gens, qu'avec les années, ça va émerger sur beaucoup de choses. Mais du coup, comment on arrive justement à voir que cette donnée des prix, elle peut faire partie de la question justement des communs numériques ? Comment on peut intégrer les deux ? Et est-ce qu'il y a des instances peut-être européennes qui poussent ça et qui visent à justement encourager la transparence à ce niveau-là ? Alors, au niveau européen, il y a effectivement des organismes qui poussent à essayer de pousser à cette transparence, parce que le but de Pink Price, quelque part, c'est vraiment de proposer au consommateur, de lui donner un maximum d'informations de façon simple qui lui permettent de faire un choix beaucoup plus éclairé. Notamment, par exemple, en lui proposant de voir un prix minimum et un prix maximum sur une année, sur l'année précédente, qui va lui permettre de déterminer s'il achète son produit à un prix élevé par rapport à toute l'année ou à un prix faible par rapport à toute l'année. Ce genre d'information donne au consommateur la possibilité de choisir en meilleure connaissance de cause. Et donc augmenter en fait l'information que peut avoir le consommateur à sa disposition par rapport au choix qu'il fait d'acheter ou pas un produit, pour nous c'est vraiment notre ADN. C'est ça qu'on veut absolument réaliser le plus possible. Et alors, Virgile, peut-être, vis-à-vis de l'État, comment Open Food Facts contribue, justement ? Comment Open Food Facts est utile à l'État ? Est-ce que à ce niveau-là, il y a aussi cette question qui émerge, ou en tout cas, de quelle manière elle s'exprime et comment... La question des prix ou en général ? La question de Open Food Facts par rapport à l'État. Ah oui, en général. Alors, ça date pas d'hier que Open Food Facts travaille avec l'État. Je crois que vous êtes en partenariat avec Santé publique France depuis un long moment. Et en fait, moi, j'ai un petit peu découvert cette codépendance, même partenariat assez fort entre les deux quand j'ai rencontré l'équipe et j'ai commencé à les accompagner. C'est que au niveau de l'État, on peut choisir de mettre en place des politiques publiques et de dire il faut que les gens comprennent mieux ce qu'ils achètent pour être potentiellement en meilleure santé. Et aujourd'hui, ce qu'on demande aux producteurs d'afficher sur les paquets ou enfin sur leurs produits, c'est pas nécessairement hyper compréhensible par le commun des mortels. Et du coup, comment est-ce qu'on vulgarise un petit peu cette information ? Donc, il y a eu des chercheurs qui ont travaillé sur la question, avec d'abord le code 4 couleurs, puis ensuite le Nutri-Score, etc. Et du coup, l'État peut essayer de pousser ces initiatives-là et dire progressivement encourager les producteurs à aller vers ça. Mais le problème, c'est que il y a des questions de mise en place qui sont pas évidentes. C'est difficile d'imposer. Et en fait, grâce à Open Food Facts, là où petit à petit les producteurs s'y mettent et affichent ces informations-là sur leur paquet, avec Open Food Facts, en fait, avec leur capacité à construire la base de données, à récupérer l'information, à la fois avec du crowdsourcing, mais aussi de manière automatisée grâce aux photos que prennent les gens et l'extraction d'informations avec du machine learning, en fait, ils sont capables de calculer. Il me semble qu'il y a
un peu plus de 3 millions de produits dans la base et de calculer un Nutri-Score pour 3 millions de produits. Aujourd'hui, vous allez au supermarché, il n'y a pas 3 millions de Nutri-Score, ça, je peux vous l'assurer. Et du coup, c'est un soutien pour la politique publique qui est incroyable parce qu'en fait, si Open Food Facts n'était pas là, en fait, on n'aurait pas le Nutri-Score pour tous ces produits. Ce calcul-là, il se fait grâce à eux et grâce aux données qu'ils compilent. Donc, de ce côté-là, en fait, c'est aussi pour ça qu'il y a un partenariat pluriannuel qui s'est mis en place avec Santé publique France, et c'est déjà un énorme morceau. Petit à petit, il y a la question de tout ce qui est affichage environnemental aussi qui est en train de s'ouvrir. Dans l'État, il y a beaucoup de questions autour de ça, où c'est pas encore complètement tranché à quoi va ressembler ce score environnemental, comment est-ce qu'on calcule pour les différents secteurs. Mais là aussi, Open Food Facts va jouer un rôle, au moins sur l'alimentaire, et puis peut-être sur d'autres secteurs, étant donné qu'ils font aussi Open Product Facts, Open Beauty Facts. Enfin, il y a un champ de récolter ces données pour ensuite mettre en application ces scores-là qui informent les consommateurs, qui est encore assez ouvert, mais heureusement qu'on a des gens qui commencent à s'y intéresser suffisamment tôt, et ils s'y sont intéressés suffisamment tôt pour qu'on ait des choses qui commencent à être efficaces sur l'alimentaire. Et en fait, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la partie qu'on voit qui est visible d'Open Food Facts. Mais après, il y a plein de trucs, de petites collaborations que moi je vois passer depuis 18 mois, où par exemple, il y a la DGCCRF donc nous on est dans la cellule un peu innovation de l'État, donc on construit des nouveaux services numériques, et il y en a un qui s'appelle Signal Conso, qui permet aux gens de déclarer avec une appli quand il y a quelque chose qui ne va pas avec un produit. Depuis pas très longtemps, sur Open Food Facts, quand je scanne un produit, je peux le signaler directement à travers une API à l'application Signal Conso. On a des trucs aussi, toujours sur ce score environnemental. Jusqu'ici, le calcul des ingrédients, le pourcentage des ingrédients, qui est un peu le secret de fabrication des gens, enfin des producteurs, c'était un algorithme qui n'était pas ultra optimisé dans Open Food Facts. Nous, on a une startup qui s'appelle du coup EcoBalise, qui est en charge de préfigurer les éco-scores environnementaux, qui a besoin de connaître le pourcentage d'ingrédients pour ensuite faire des points, des milli-points en éco-score, enfin en poids carbone en gros. Et du coup, on a qui est-ce qui peut nous aider à calculer plus finement ce pourcentage d'ingrédients? C'est Open Food Facts, parce qu'en fait, ils ont construit une communauté d'experts qui s'est posé la question de comment est-ce qu'on pourrait optimiser ça. Ils ont le volume de données qui permet de le faire. Et là, on a un prototype de quelque chose qui est quand même beaucoup plus précis que ce qu'on avait avant. Et du coup, en fait, ça, c'est des partenariats. C'est un allié ultra précieux. Et nous, en fait, en France, on a trop de la chance de l'avoir ici à Paris. En fait, les autres pays, ils n'ont pas cette chance-là. Et en plus, c'est un vecteur de normalisation européen, mondial, parce qu'ils sont dans plein de pays. Donc, en fait, ça nous permet aussi d'être un peu en avance par rapport aux autres, de pousser des trucs au niveau européen. Donc, non, pour nous, qu'il y a un acteur, un commun numérique, qui est une association indépendante avec lequel on peut collaborer sur de la donnée ouverte, qui en plus réunit un écosystème d'acteurs, enfin, c'est ultra riche pour nous, et ça nous permet d'être beaucoup plus ambitieux sur nos politiques publiques. D'où l'importance donc du financement des communs et de se battre pour ça. J'ai peut-être une autre petite question, Virgile, avant de passer à une question un peu plus générale. Est-ce que ça pourrait être intéressant d'en savoir un peu plus aussi sur les autres projets communs que vous suivez? Si vous avez peut-être un ou deux exemples un peu pertinents qui pourraient permettre aussi de se rendre compte quand on sort un peu du domaine peut-être d'Open Food Facts, mais est-ce qu'il y a d'autres projets communs numériques que vous suivez Je ferai hyper court parce que je pense que la question financement, elle est encore plus intéressante, parce qu'aujourd'hui, il y a il y a quelque chose qui n'est pas cranté vraiment sur comment est-ce qu'on peut bien pérenniser quelque chose qui a autant de valeur. Aujourd'hui, des acteurs comme Open Food Facts sont assez dépendants justement des projets qu'ils font avec des acteurs comme nous. Donc ils ont des financements pour faire un algorithme de pourcentage des ingrédients, mais entre-temps, ils maintiennent une base de 3 millions de produits. C'est pas évident à faire. Et comment est-ce qu'on finance, grosso modo, ces coûts de fonctionnement qui sont aujourd'hui portés par une petite équipe de 8 personnes, plus un cercle élargi de plein de contributeurs? Comme je disais, ça a beaucoup de valeur. Et aujourd'hui, nous, on est un peu à l'avant-garde sur ces sujets-là. On essaye de faire évoluer un peu les consciences, on va dire, à l'intérieur de l'administration, pour qu'en fait, il y ait davantage de réflexion autour de comment est-ce qu'on finance quelque part la maintenance, le fonctionnement
parce que c'est aussi ça, il y a des questions de qualité sur Open Food Facts. Il faut que la donnée soit de bonne qualité pour que ça ait de la valeur, et ça, c'est pas nécessairement juste un projet. Et du coup, réfléchir à comment est-ce qu'on investit dans ces infrastructures numériques qui permettent de faire de la politique publique, c'est un peu une question qu'il faudrait arriver à se poser un peu mieux au sein de l'État, et c'est pas encore très évident. Et sinon, rapidement sur les autres projets qu'on accompagne, c'est assez large. On a une distribution Linux éducative pour les écoliers du primaire qui est fait par un prof dans le Nord. Si vous avez des enfants, je vous recommande de regarder, parce qu'en fait c'est un Linux configuré en fonction des âges, donc de 3 à 6, puis ensuite il y a 3 sessions pour le primaire, et en fait ils ont compilé tout un tas d'activités libres codées par des profs et qui suivent tout le programme. Donc je veux faire de la grammaire orthographe, je peux mettre mon gosse là-dessus, ça marche hors ligne, etc. On a sur le côté environnement, on a une équipe qui fait de la détection précoce des feux avec de la vision virtuelle. Donc en gros, ils essayent de prendre des bases de données ouvertes de fumée, et ils essayent de dire ça c'est une fumée, ça c'est un nuage, ça c'est à contre-jour, et de trianguler le point où ça a pris feu pour détecter signaler plus rapidement ça aux pompiers. Le dernier, c'est un outil, tout ça est du coup libre, open source, et essaye d'être un commun, parce que c'est du travail d'être un commun. Faut animer une communauté, faut avoir une gouvernance ouverte, etc. Non rival, ouvert, c'est encore plus dur parce qu'on est de plus en plus. Il y a 25 000 contributeurs quand même, de gens actifs dans Open Food Facts, c'est énorme. Plus 30, voilà, 40. Et du coup, on a une appli aussi qui permet de faire des cartographies en ligne interactive avec des fonds OpenStreetMap, sans être informaticien ou géomaticien. Et du coup, c'est très utilisé par les agents publics qui ont besoin en fait de dire mes équipements publics ils sont ici, mon schéma d'urbanisme il est comme ça, et ça c'est aussi utilisé beaucoup par des gens qui mettent des spots à châtaignes ou des spots à champignons, leur balade à vélo, faire des cartes subjectives par-dessus les fonds de cartes OpenStreetMap sans être informaticien. Ça s'appelle UMAP, la distribution Linux s'appelle Primtux, et la détection de feu s'appelle Pyronir, si jamais vous voulez regarder. Je m'arrête là. Merci. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport, justement, les communs, ça fait référence à la communauté. Comment, je vais me tourner vers Vincent, en tant que CA membre du CA d'Open Food Facts, comment on peut tendre vers une amélioration de la contribution justement dans les communs numériques? Comment les contributeurs, on essaye de toujours s'améliorer justement par rapport au partage de données? Merci. Dans sa brillante intervention, Virgile a utilisé une expression sur laquelle je vais rebondir, qui était celle d'infrastructure numérique. Et effectivement, quand on veut faire vivre un commun, on a besoin de construire un certain nombre d'infrastructures. Classiquement, on en distingue 3. Il y a une infrastructure technique, et on commence toujours par celle-là parce que c'est la première qui vient à l'esprit, même si c'est pas forcément la plus importante. Et ça, c'est le logiciel open source et je devrais plutôt dire les logiciels, parce qu'il y a bien une application qui permet de gérer, maintenir et alimenter la base de données elle-même. C'est ce que vous voyez quand vous allez sur le site openfoodfacts.org, qui aujourd'hui représente un nombre de lignes de code relativement important qu'il faut maintenir, faire évoluer, améliorer. Mais c'est aussi une application mobile qui elle-même se décline entre les deux grandes plateformes du marché. Et donc toutes ces choses-là, cette infrastructure technique, c'est quelque chose qu'il faut construire et qu'il faut maintenir, et ça ne se fait pas tout seul. Ça demande du temps, de l'énergie, des compétences qui sont rares. Et on a la chance maintenant d'avoir une surface qui nous permet d'avoir 9 permanents dans l'association qui peuvent participer à aider à construire cette infrastructure, et des bénévoles qui consacrent leurs soirées, leurs week-ends à aider à construire cette infrastructure.
Et là, on ne parle même pas, effectivement, hein, des 30 000 contributeurs. Et 30 000, le chiffre est sous-estimé dans la mesure où on ne compte que les contributeurs directs, c'est-à-dire ceux qui contribuent directement via le site Open Food Facts ou les applications Open Food Facts. Et on n'est pas en mesure de compter le nombre de contributeurs qui contribuent indirectement, c'est-à-dire via d'autres applications réutilisatrices de la base, qui via l'API vont contribuer des données. Mais au-delà de cet apport immédiat, simple et celui auquel on pense tout de suite, celui des contributeurs qui ajoutent des produits dans la base, jardinent la base pour en améliorer la qualité et les corriger, on a bien la souche logicielle elle-même qui est un produit logiciel à faire vivre. Et ça, aujourd'hui en 2024, avec les attentes qui sont celles des utilisateurs, ça demande un travail assez considérable. Au-delà de cette infrastructure technique, il y a deux autres infrastructures qui nécessitent d'être mises en place et qui sont également consommatrices de temps et de ressources et sur lesquelles l'ensemble de l'écosystème peut également aider le projet. C'est l'infrastructure légale. Et plus le temps passe, plus le projet se structure. Quand Stéphane a lancé Open Food Facts, il n'y avait aucune structure juridique derrière. Il y a un peu plus de 10 ans, on a créé une association. Cette association a maintenant un conseil d'administration où on a essayé de construire sur l'expérience des autres communs numériques et nous ont fait l'amitié de nous rejoindre au conseil d'administration des gens qui avaient une très grande expérience de ces communs numériques, y compris international, comme par exemple Florence Desvoirs, qui était la première présidente de la fondation Wikimedia Monde quand le fondateur a souhaité passer la main, ou Christian Quest, qui a été l'iconique président d'OpenStreetMap France pendant bien des années et un personnage de l'écosystème. Et donc c'est en s'appuyant sur ces gens-là qu'on a évité de réinventer la roue et qu'on a essayé de construire le cadre dans lequel s'inscrit le commun, à la fois en termes de licence, par exemple, avec le choix de l'Open Database License pour les données et de la licence Creative Commons partage à l'identique pour les images. Donc on a essayé de s'appuyer sur les compétences existantes dans l'écosystème pour aller plus vite et avancer. Et la dernière infrastructure, c'est la plus importante, c'est l'infrastructure sociale. C'est la communauté donc, qui grossit. On parlait de 30 000 contributeurs. On a une demi-douzaine de développeurs qui contribuent du temps en soirée week-end pour améliorer l'infrastructure technique. Cette communauté de contribution est de plus en plus structurée. On a créé au cours de la dernière année un statut de modérateur. On a maintenant 80 modérateurs et une douzaine d'administrateurs qui aident à assurer la qualité des données et la réactivité en cas de non-qualité détectée. Et donc tous ces travaux-là, aujourd'hui, reposent sur une petite équipe cœur de 8 personnes et énormément de bonne volonté venue d'un petit peu partout. Et quand je dis d'un petit peu partout, je veux dire de tout type de contributeurs. On a des gens qui contribuent de la donnée, on a des gens qui contribuent leur expérience, on a des gens qui vont contribuer de la documentation. Et puis on a ce réseau de partenariats qui commence à se construire. Je pense que les gens ici présents ont vu la plateforme Pro, ont vu les interactions avec des membres de l'écosystème que sont Equadis ou Agena 3000 pour permettre de façon très simple aux producteurs d'importer leurs données, ce qui est donc un flux de données entrantes complémentaires à la contribution individuelle collaborative, qui a l'avantage de voir les données arriver en masse et validées par le producteur, donc en général plutôt de très bonne qualité. Et donc, pour finir par répondre à ta question,
la construction graduelle de ces trois infrastructures, techniques, légales et sociales, nous a permis en 10 ans de passer d'un petit projet créé dans la cuisine de Stéphane à ce que nous sommes aujourd'hui, une association à vocation mondiale. On a fait le choix de rester une association française. Quand on a créé l'association, la question se posait, c'est plus confortable pour obtenir des financements de fondations américaines d'être une 501c3 de droit californien ou une fondation suisse. C'est pas ce qu'on a choisi. On a des racines en France et on y tient. Mais des ambitions mondiales et on y tient aussi. Donc voilà, l'avenir est sans limite. Merci beaucoup pour ce cadre très conceptuel. Si on se repenche un peu sur la dimension, le regard réutilisateur, pardon. Christophe, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu quelles sont les améliorations en tant que réutilisateur, justement, qui pourraient permettre à ceux qui utilisent ton application et en tout cas à destination aussi d'Open Food Facts, qu'est-ce qui pourrait être une amélioration potentielle que nous, on pourrait permettre justement à nos réutilisateurs? Alors, mais on sait tous que la plateforme est parfaite, donc il n'y a pas d'amélioration. Non, en fait, je pense que un sujet qui était venu sur la table l'année passée de façon assez massive, c'était le sujet des prix. Et donc, je pense qu'une des sources d'amélioration, c'est effectivement de pouvoir proposer aux consommateurs via la plateforme Open Food Facts au moins une idée du prix d'un produit qu'on présente. Que ce ne soit pas nécessairement tous les prix dans tous les supermarchés, parce que c'est assez complexe de gérer cette partie-là. Et je pense que dans votre projet Open Price, vous avez aussi vu que ce n'était pas si simple de pouvoir rassembler un ensemble de prix conséquents parce que pour pouvoir faire de l'analyse comme ça, il faut vraiment avoir un amas de données important. Or, c'est quelque chose que chez Pink Price, on essaye de développer. Donc, je pense qu'une des sources d'amélioration, c'est d'inclure d'une façon ou d'une autre un prix pour le consommateur ou pour l'utilisateur, pour le réutilisateur en fait de Open Food Facts. Ça, c'est ce que moi je pense qui pourrait être une des améliorations. Maintenant, je sais qu'il y a des contraintes légales, il y a toutes sortes de choses qui peuvent intervenir, et donc ça, je peux peut-être laisser la parole à toi, Vincent. Sur le sujet des prix, effectivement, il est d'actualité et on sent bien une appétence de toutes sortes d'acteurs pour cette information-là. C'est une information qu'on avait fait le choix pendant 10 ans côté Open Food Facts de laisser de côté pour se concentrer sur des choses plus simples, qui étaient les données du produit, qui sont les mêmes où que soit vendu le produit, contrairement au prix. Donc on voit bien que face à cette appétence, aujourd'hui, diverses initiatives émergent pour répondre, avec effectivement tout un tas de questions légales et juridiques que ça pose. Côté Open Food Facts, on a donc lancé une exploration sous le nom d'Open Price, dans une base séparée de la base Open Food Facts, mais juste à côté. Et c'est des sujets qui sont aujourd'hui encore en exploratoire, mais qui on ressent une forte envie, une forte appétence et un gros intérêt. Donc je pense que ça n'en restera pas là, effectivement. Merci. Alors moi, j'avais une question. Alors, on a un peu échangé quand on s'est appelé avant cette table ronde. Et je trouvais ça intéressant peut-être d'en parler là. Ce matin, on parlait des distributeurs qui peuvent avoir parfois tendance à prendre des choix un peu injustifiés, une certaine liberté injustifiée sur les prix. Est-ce que
est-ce que certains distributeurs peuvent voir ton projet comme une opportunité plutôt qu'une menace? Alors, oui, certains distributeurs peuvent le voir comme une opportunité. C'est ceux qui, quelque part, vont pratiquer une politique de prix assez basse et qui vont s'aligner. Par exemple, je prends l'exemple en Belgique parce que c'est le plus facile. Pour moi, en Belgique, on a Colruyt, dont on a déjà parlé ce matin, qui, sa politique de prix, c'est on s'aligne toujours dès qu'il y a un prix inférieur au nôtre, on va aligner notre prix. Et donc, évidemment, ils ont en général, dans, je dirais, 90% des cas, leurs prix sont les plus intéressants sur le marché. Et donc, une application indépendante qui, quelque part, démontre leur politique n'est pas pour les déplaire. Maintenant, pour être très franc, j'ai pas de contact avec eux, mais j'ai eu des contacts avec d'autres distributeurs en Belgique et même ici aussi en France, par exemple, pour pas le nommer, avec Leclerc, qui a une application qui fait ce genre de choses, mais qui s'appelle Qui est le moins cher, que vous connaissez sans doute tous, vous avez déjà tous entendu parler de ça. Le seul problème de Qui est le moins cher, c'est qu'il est de Leclerc. Et que, évidemment, le consommateur, il n'est pas dupe, c'est pas quelque chose d'indépendant, donc c'est ça un peu le problème. Et donc, eux voient d'un très bon œil, évidemment, l'arrivée de plateformes permettant de faire la comparaison de prix et qui va quelque part démontrer que, selon eux, c'est eux qui pratiquent les meilleurs prix sur certains produits. Mais justement, ce que nous, on essaye de proposer, c'est cet outil de comparaison et d'encourager quelque part le consommateur à comparer, parce qu'en comparant, on voit que ce n'est pas toujours le cas et que malgré ce qui est prétendu par les différents distributeurs, il y a quand même parfois des différences importantes et pas toujours dans le sens dont on peut croire. Donc, ça vaut toujours la peine de comparer. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est ce qu'on propose, c'est l'ensemble des promotions aussi, ce qui permet aussi aux consommateurs, en un clin d'œil, au lieu de... on a remplacé maintenant ce qu'on appelle les folders papier, sont, je pense, en France interdits. En Belgique, ça va venir. Évidemment, comment peut-on remplacer ce genre de choses? Eh bien, si on a un endroit où on rassemble l'ensemble des promos pour différents distributeurs, ça devient très intéressant parce que je rentre dans un magasin X et je sais que dans ce magasin X, aujourd'hui, il y aura autant de promotions, il y a ça comme promotion. Ça me donne une information très facile, très rapide, qui me permet d'acheter en toute connaissance de cause. Donc je pense que pour répondre à la question, oui, certains distributeurs voient ça d'un très bon œil, d'autres beaucoup moins. Et évidemment, nous, ce qu'on intègre, ce sont tous les distributeurs qui proposent leur catalogue de prix, en fait, tout leur assortiment, voilà, c'est le mot que je cherchais, leur assortiment des prix en ligne. Les distributeurs qui ne proposent pas ça en ligne, et je pense par exemple à Lidl, très actif en Belgique et en France, eux évidemment ne sont pas très satisfaits puisqu'on ne propose pas une comparaison avec leurs produits ou on ne propose pas de montrer des produits qui sont similaires par exemple. Donc voilà, mais quelque part, s'ils ont fait le choix de ne pas montrer leur prix en ligne, ça veut dire qu'ils ont une certaine forme d'opacité. Et c'est justement ce qu'on veut combattre, c'est cette opacité dans les prix. Et ce qu'on veut absolument, c'est montrer de la transparence et c'est pousser cette transparence et pousser en fait ces distributeurs à montrer aux consommateurs quels sont leurs prix réels. Et pas juste montrer, parce que quand vous voyez les folders, vous ne voyez que les promotions. Ils vont jamais vous montrer que tel prix ou tel produit a augmenté de prix. Ça va jamais être disposé. Tandis que c'est quelque chose que nous, dans une application, on peut proposer, on peut montrer qu'il y a aussi des hausses de prix. Merci beaucoup. Je ne sais pas si l'un de vous veut rajouter quelque chose à ce sujet. Autrement, avant de passer aux questions de la salle, ça peut être une question justement à destination peut-être plus des professionnels qui sont dans la salle. Moi, je me demandais un petit peu aussi peut-être comment est perçue la participation citoyenne dans le partage des données. Peut-être plus du coup d'un point de vue fabricant ou industriel. Je ne sais pas si certains ont envie de partager, de répondre à ça ou bien l'un de vous. C'est peut-être pas hyper inspirant comme question, mais...
Ou sinon, en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Semble-t-il, ça se passe pas toujours très très bien avec les enseignes. Enfin, les enquêteurs qui font des relevés de prix ne sont pas toujours les bienvenus du point de vue des enseignes. Et du coup, dans les relevés de prix, ça veut dire qu'il faut que chacun reprenne son ticket à la fin et puis dise alors la référence machin, j'ai payé tant, etc. Enfin, j'ai vaguement regardé dans le contexte d'Open Food Facts sur l'Open Price là, et ça m'a semblé compliqué. Il faut scanner la preuve, etc. Donc bon, on imagine qu'on n'achète pas un ticket de caisse par produit. Donc la collecte et la saisie d'informations peut se révéler, il faut un peu de courage, quoi. Et parallèlement à ça, dans les relevés de prix, on a des cartes de fidélité dans pas mal d'enseignes qui viennent fausser le jeu, évidemment, du prix facial. Et du coup, mettre un discount immédiat ou différé. Enfin bon, tout ça contribue à rendre le prix, évidemment, difficilement comparable à la fin. Donc ça faisait partie des petites réflexions. Et puis alors, dans un autre registre, on est capable de faire des voitures, comment c'est, l'API, lecteur automatique de plaques d'immatriculation pour vérifier le stationnement. Pourquoi pas passer dans les rayons et... J'adore cette dernière remarque parce qu'on est, si je peux répondre, donc c'est une des choses qu'on examine en fait, c'est la possibilité de passer simplement avec un vêtement spécial dans un rayon doté de capteurs, parce qu'il faut savoir que bon, on travaille beaucoup maintenant avec des tags électroniques qui proposent les prix, donc il y a une technique qui permet de lire en fait ces tags simplement en passant tout près. Et donc en développant quelque chose qui permet de passer simplement dans un rayon, on pourrait quelque part aussi absorber une certaine quantité de prix et de produits. Bon, ça reste au stade du pré-projet, je dirais. Mais par contre, oui, c'est quelque chose qui effectivement pourrait être très intéressant pour ça. Au point de vue, si je peux répondre par rapport à tout ce qui est carte de fidélité, etc., c'est encore un point d'opacité qui est introduit par les distributeurs pour vous convaincre de rester ou de continuer à aller chez eux. Un phénomène intéressant que je trouve, c'est que maintenant de plus en plus, en fait, dans certains pays, on voit que les distributeurs font payer leur carte de fidélité, un prix, un abonnement annuel, mais qui vous donne droit à un pourcentage alors sur tous les produits, par exemple, automatiquement. Donc ça va encore introduire une distorsion au niveau de la transparence. Et justement, c'est pour lutter contre, je pense, les plateformes qui montrent, qui comparent les prix, qu'ils introduisent ce genre d'innovation de plus en plus intéressante. Oui, je voulais, à moins qu'il y ait un complément là, mais je voulais revenir sur cette question. Peut-être rebondirai, je te passe la main pour parler d'un point qu'il y avait dans la question auquel je peux peut-être apporter un retour supplémentaire terrain qui n'a pas directement de relation au prix, mais à l'accueil qu'on a dans les enseignes quand on arrive en tant que contributeur à Open Food Facts. Et pour l'avoir fait sur la longue durée depuis plus de 10 ans et dans pas mal de pays, on voit une évolution significative. Il y a 10 ans, quand j'arrivais avec mon téléphone dans un supermarché et que je commençais à prendre en photo des produits dans les rayons, il y avait assez vite quelqu'un qui venait me taper sur l'épaule, me demander ce que je faisais et assez régulièrement me demander de quitter les lieux. Aujourd'hui en France, ça n'arrive plus. Alors c'est peut-être un effet du fait que beaucoup d'utilisateurs utilisent des apps justement pour évaluer le produit avant de le mettre dans leur caddie ou non, et que quand moi j'utilise l'app pour prendre une photo du produit, c'est pas très différent et ça passe bien. Il reste quelques pays où ça se passe pas très bien, hein. Pour avoir fait ça il y a encore quelques mois en Chine, c'est pas forcément bien reçu. Mais en tout cas dans la majorité des pays européens aujourd'hui, ça n'est plus un sujet. Et au contraire, on est même parfois invité par les enseignes à venir faire des opérations pour s'assurer que l'ensemble de leurs rayons soit bien référencé sur Open Food Facts. Donc il y a eu un vrai changement de mentalité là-dessus.
Le sujet des prix est un sujet assez sensible qui va peut-être rebattre les cartes sur ce sujet, mais en tout cas sur le fait de venir en rayon dans un magasin et prendre en photo les produits, aujourd'hui ça ne pose plus de problème en Europe ou aux États-Unis. Oui, je voulais revenir sur la relation entre le commun numérique et ou les usages qui en sont faits et les pouvoirs publics. Alors ma première question c'est est-ce qu'en Belgique vous avez des rapports avec les pouvoirs publics, sous quelle manière, comment ils vous voient, est-ce que vous discutez, etc. Et ma deuxième question c'est plutôt du coup adressée peut-être à Virgile, mais c'est comment vous voyez la montée de ces relations, de ces partenariats communauté publique. Je pense au projet Panoramax, je pense aussi au projet, au lien entre Wikipédia par exemple et le monde de la culture. Voilà, la question s'adresse d'ailleurs également aussi à Vincent qui connaît très bien ces questions-là. Je vais répondre pour la Belgique. Donc, en Belgique, on a très peu de contact avec les autorités par rapport à ça. Je pense que c'est encore quelque chose qui n'est pas la priorité pour l'instant des autorités. Et au niveau européen, je pense qu'il y a plus de chances d'avoir des contacts, mais c'est pas parce qu'on habite à Bruxelles et qu'on est proche du Parlement européen qu'on a plus facile à accéder à toutes ces demandes et aux bonnes personnes. Donc c'est un méandre dans lequel il faut vraiment, je dirais, il faut creuser pour trouver les personnes qui vont s'occuper de ça. Donc c'est vraiment pas facile du tout. Alors, par rapport à ta deuxième question, Charles, oui, il y a clairement. Enfin, moi, ça fait. Avant, j'avais construit une société qui faisait de la démocratie participative avec des logiciels libres. Et il y a 10 ans, quand je suis allé la première fois à Etalab, alors les gens d'Etalab, ils étaient sympas avec nous, mais le reste de l'État, fallait quand même un petit peu les convaincre que le logiciel libre c'était une bonne idée et pour les questions de démocratie c'était pas évident. Et là effectivement pour être maintenant travailler un peu tous les jours à la DINUM, et la DINUM étant interministérielle, on voit que il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont acculturés à ce sujet-là et qui se disent que construire avec des communs numériques, faire des communs numériques ou construire par-dessus des communs numériques, bah finalement c'est potentiellement un bon mode opératoire. Il y a des exemples à plusieurs endroits, donc il y a effectivement à l'IGN ils font des collaborations avec OpenStreetMap pour récupérer les points d'intérêt dans une application qu'ils viennent de publier. Ils font une sorte de Street View, donc des photos de la rue qui sont en concurrence avec le service de Google Street View, et qui sont aujourd'hui c'est vraiment un projet en collaboration avec OpenStreetMap où chacun a son serveur. Il y a je crois qu'il y a 2/3 des photos qui viennent des contributeurs OpenStreetMap et le reste c'est des collectivités, potentiellement l'IGN qui a ses moyens pour les récolter. Et il n'y a pas que ça comme exemple. Enfin, moi je vous disais, je travaille sur UMap qui est un service de cartographie. On peut créer ses cartes en ligne sur des fonds OpenStreetMap. Ça c'est l'ANCT qui le porte, et en fait ils ont choisi de reprendre le logiciel et de faire une instance gouvernementale parce qu'ils voyaient que les agents publics s'en servaient. Et donc petit à petit en fait le côté éducatif aussi, ils ont eu tout un temps où ils disaient on va beaucoup bosser avec les EdTech qui sont plutôt des éditeurs qui font du logiciel propriétaire, etc. Et là il y a un virage qui est en train d'être pris vers les communs numériques parce qu'ils se rendent compte que en fait ils ont 2 millions de profs, et même s'il y a 0,1% qui sont des développeurs, bah en fait ils sont beaucoup plus proches du terrain, ils font des trucs qui sont hyper intéressants, et en fait s'ils viennent travailler avec ces communautés-là, bah en fait ils vont produire beaucoup plus et beaucoup plus pérenne que si en fait ils donnent les clés à un éditeur EdTech. Donc en fait il y a petit à petit des gens dans l'État qui commencent à capter que les communs numériques c'est un modèle qui est intéressant quand on est la puissance publique, parce que en fait ça offre un cadre de collaboration qui échappe un peu
à la prédation de la propriété privée. On peut se pointer, c'est comme un forum, on peut faire des trucs ensemble. Chacun essaye d'y trouver son avantage et son intérêt, et potentiellement peut y tirer de la valeur. Alors qu'avant, on n'identifiait pas ce mode de collaboration comme quelque chose d'évident. C'est encore un peu zone grise et il y a encore du monde à acculturer. Il y a encore peut-être des choses qui peuvent être faites pour mieux accompagner et rendre plus clair, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup un monde de makers. C'est les gens qui disent on a envie, on y va et on est convaincu et c'est cool. Mais il n'y a pas encore beaucoup de framework à suivre. Je veux faire un comment. Enfin, c'est quand même faut trouver il y a de plus en plus de gens que ça motive, mais c'est quand même une démarche encore assez exotique, on va dire, dans l'administration. Alors en fait, c'est plutôt un bon mode d'action quand on est l'État au final, parce que ça permet de faire des trucs plus pérennes, sachant que voilà, en France en ce moment on a un peu d'instabilité politique. Donc de faire des trucs qui dépendent pas uniquement de l'État, tu crées de la pérennité si jamais effectivement dans la société civile il y a des gens qui ont envie de porter ces sujets-là, quoi. C'est une question pour Virgile. Est-ce que par hasard tu sais quel est le pourcentage des données qui sont déjà ouvertes au niveau de l'État qui sont... Oh, ok. Oups. J'ai été en charge du sujet pendant 5 ans. Et c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre dans la mesure où l'ouverture des données, dans la façon dont tu poses la question en demandant un ratio, c'est un numérateur sur un dénominateur, et il est déjà difficile de définir le dénominateur pour 2 raisons. La première, c'est que l'État ne sait pas quelles sont les données qu'il génère. L'État, c'est gros. Et la simple tâche de cartographier l'ensemble des données générées par l'État, la fonction publique, les collectivités territoriales, c'est un travail sans fin, et au point qu'il n'est même pas sûr qu'il y ait un intérêt à le faire. Et puis la deuxième raison pour laquelle c'est difficile de déterminer le dénominateur, c'est l'ensemble des données produites par l'État. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas être ouvertes pour tout un tas de bonnes raisons, parce qu'elles contiennent des secrets protégés par la loi. Le premier d'entre eux, c'est le secret de la vie privée. Il y a aussi le secret commercial, le secret des affaires, et il y a tout un tas de secrets. Et puis, plus marginalement, le secret défense et des secrets de ce type. Et puis, secret souvent opposé, le secret des délibérations du gouvernement. Donc pour tous les documents préparatoires qui représentent une bonne partie des données produites par l'État. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué d'estimer ça comme ça. En revanche, ce qu'on peut estimer assez facilement, c'est en se comparant aux autres pays dans le monde, où en est la France dans sa politique d'ouverture des données publiques. Alors, l'open data, les données publiques, c'est pas réellement des communs, vu que pour beaucoup, l'exemple type qu'on donne souvent, parce que c'est le plus difficile à ouvrir dans beaucoup de pays, c'est la base de données des codes postaux. Alors ça paraît bête, hein, mais si vous allez au Royaume-Uni et si vous voulez la base de données des codes postaux, il faut sortir votre carnet tchèque. En France, c'était comme ça jusqu'en 2012 ou 2013. Il fallait payer la poste. Maintenant, c'est ouvert, mais ça n'est pas un commun, parce qu'il y a une seule organisation, la Poste, qui décide de la liste, qui la publie, et c'est ouvert. C'est formidable, ça permet plein de choses. Il y a plein d'autres exemples, comme la base Sirène des entreprises ou la base adresse nationale, qui sont à chaque fois éditées par une personne qui a autorité pour établir la donnée. Les adresses, ça va être le maire de la commune. Et donc, sur ce niveau de maturité en open data, la France, il y a encore un classement qui est sorti la semaine dernière, la France était très en retard dans les années 2015 et a rattrapé beaucoup de retard entre 2015 et 2020, et la France est en tête des classements mondiaux, toujours dans les 3 premières places selon la façon dont sont faits les classements par l'OCDE, par Bruxelles ou par l'ONU. Donc la France est dans les 3 premiers pays mondiaux depuis toujours. Après, il y a la question de l'accompagnement des communs, qui est une question un petit peu différente. Alors souvent, c'est les mêmes énergies, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes équipes qui vont porter ça.
Là, il y a des pays qui sont plus en avance. Taïwan, par exemple, est très en avance avec les travaux de sa ministre du numérique, célèbre ex-ministre du numérique, oui, Audrey Tang. Vous avez des pays comme le Danemark qui est assez en avance aussi. En France, on n'a pas à rougir, on est dans le peloton de tête, très clairement, mais c'est un sujet différent de celui, c'est cousin, mais pas tout à fait identique à celui de l'ouverture des données.